donc je suis là pour vous parler d'IA et apprentissage machine. Du coup, avec la question que je vais vous poser, qu'on va se poser ensemble, c'est la machine apprend-elle intelligemment? Donc avant de commencer, je vais vous dire qui je suis. Je suis maîtresse de conférences en informatique à l'Université Grenoble-Alpes. Et maître de conférence, c'est un travail qui est divisé en deux mi-temps. D'une partie, je suis enseignante en informatique à l'UGA. J'enseigne à des licences, des masters et des doctorants. À l'UFR, IM2AG, informatique, mathématiques et maths appliquées de Grenoble. Vous avez dû en entendre parler, en tout cas en terminale, si vous avez fait vos vœux. J'enseigne l'informatique générale, que ce soit l'algorithmique, la programmation, les concepts informatiques en tout genre, différents langages. J'enseigne aussi beaucoup l'informatique pour les non-informaticiens. Parce que dans la deuxième partie de mon travail, je suis chercheuse au laboratoire TIMC. Je fais de l'informatique pour la robotique et les applications médicales. Et donc, je travaille en permanence avec des gens qui sont médecins, chirurgiens, cliniciens, radiologues, etc. Et donc, qui ne parlent pas le langage informatique, sachant que je parle très peu le langage médical. Donc, on interagit beaucoup pour développer des applications médicales. Je suis dans l'équipe GMCAO, gestes médico-chirurgicaux assistés par ordinateur. Puis, comme je vous l'ai dit, je travaille beaucoup avec les cliniciens. Je fais de l'informatique pour la médecine. À l'UGA, vous avez des gens qui font de l'informatique pour l'informatique, mais il y en a finalement assez peu. On est beaucoup spécialisés dans l'informatique pour un autre domaine. Et du coup, je pensais vous parler d'informatique pour la médecine, et puis finalement, un petit peu dévier dans la présentation, on va voir qu'on va parler d'autre chose. Ça, c'était une slide d'avant, c'était pour dire ce qu'on fait nous dans l'équipe, l'informatique pour la médecine, qu'est-ce qu'on fait en gros, très schématisé. Quand un patient arrive à l'hôpital, on a le même réflexe que tout mammifère face à quelque chose de nouveau, voire un danger. Perception, quelqu'un fonce sur moi. Raisonnement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je reste là, il va me manger. Action, je cours en sens inverse. Donc, on applique ça, mais de manière un petit peu plus élaborée à plein de domaines, et donc notamment à la médecine. Quand le patient arrive, la perception du patient, elle se fait en le regardant, par des interviews, etc., mais surtout maintenant par des capteurs. Des capteurs d'imagerie, des capteurs d'ultrasons, etc. Et donc, dans l'équipe, on travaille sur des nouveaux capteurs, de la reconstruction mathématique, de la fusion de données de tous ces capteurs, du traitement d'images. Ça, c'est ma spécialité. Moi, je suis spécialisée en traitement et analyse d'images médicales. On en fait des modèles statistiques et on arrive à ce qu'on appelle un patient digital, c'est-à-dire un ensemble de données qui concerne une personne. Et à partir de ce patient digital, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire plein de choses, c'est-à-dire on peut faire des modèles biomécaniques, on peut faire des entraînements, on peut faire des simulateurs, on peut faire des choses qui ne font pas de mal aux patients réels tant qu'on n'a pas trouvé la bonne solution. Et à partir du patient digital, on peut revenir aux soins du patient en assistant le geste par du planning, de la navigation, de l'assistance au geste et de la robotique. Voilà, donc ça c'est tout ce dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Mais bon, quand on demande à un chercheur de venir parler de son travail, en général, il est obligé d'en parler un peu, parce que c'est un job passionnant. Oui, je ne vous ai pas dit, je suis passionnée par mon travail depuis longtemps que je le fais. Ça existe. Et vous pouvez, je vous conseille d'être passionné par votre travail dans les études que vous choisirez. Alors, retour sur l'IA. Intelligence artificielle, on va voir que j'aime pas du tout, moi, ce terme d'intelligence. Artificielle, oui, mais on verra pourquoi. Depuis les années 50, on parle de l'IA. Vos parents n'étaient pas nés. Grands-parents étaient... En fait, on appelle l'IA des techniques qui permettent aux ordinateurs de copier le comportement humain. Dès qu'on a réussi à faire un ordinateur, on a essayé de le faire raisonner comme l'être humain. Nous, on ne va pas parler de toute l'IA, parce que ça fait beaucoup trop. On va se concentrer à ce qui a commencé son effervescence dans les années 80. Vous n'étiez pas né du siècle dernier. Qui est l'apprentissage machine. Vous avez dû entendre le terme anglais machine learning. Et c'est là. Ça, c'est... Alors, du coup, en gros, le machine learning, c'est ce qu'on va voir un peu plus spécifiquement aujourd'hui. Ce sont des méthodes statistiques basées sur des données déjà traitées. Et une sous-partie du machine learning a explosé. Là, vous étiez là. Dans les années 2010, qui est encore un peu jeune. C'est l'apprentissage profond, mieux connu sous le nom de deep learning.
sachant que les méthodes d'apprentissage... Et donc, entre les deux, il y a une partie de l'apprentissage machine qui est les réseaux de neurones. Et dans les réseaux de neurones, on a quelque chose qui s'appelle l'apprentissage profond. Donc, aujourd'hui, je me propose de vous parler un peu de réseaux de neurones. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Et puis, à la demande d'un de vos enseignants, je vais vous parler aussi un petit peu de ChatGPT, rapidement. Mais comment ça marche? Juste, ce qui vous fait, avez fait l'option ici, j'ai essayé d'évaluer vos enseignants NSI. Citez-moi 3 informaticiens célèbres. Oui? Pardon? Turing, Alan Turing, oui. Très bonne réponse. Il y en a qui sont encore vivants, hein. Il y a des Steve Jobs, il y a des fondateurs Microsoft, il y a des... Oui? Bill Gates, pourquoi pas? Il a joué un rôle fondamental pour l'informatique. Il n'est pas forcément informaticien, effectivement. Il a joué un rôle fondamental pour l'informatique. Bon, on en a 3. Attention, on va aller plus dur. Citez 3 informaticiennes célèbres. Oui? Il n'y en a pas. On va en discuter après. Oui? Ada Lovelace, oui! C'est pas une informaticienne, mais effectivement, c'est une personne qui a joué un rôle fondamental pour l'informatique. Bien sûr qu'il y en a. La première programmeuse, le premier programme a été écrit par une femme, monsieur. Une qui n'était pas du tout informaticienne, qui était actrice, elle s'appelait Hedy Lamarr. Elle a posé les bases du Wi-Fi. Sans Hedy Lamarr, il n'y aurait pas de Wi-Fi aujourd'hui. Et sans Wi-Fi, vous ne seriez pas là, je pense. Bon, vous travaillerez ça avec vos profs de NSI. Parce que la tendance est en train de s'inverser. Avant, moi, quand j'allais à l'école, on m'apprenait que les informaticiens célèbres. Et je pense que maintenant, c'est bien aussi d'apprendre. Tu as eu des fans qui ont contribué à l'informatique. D'ailleurs, c'est pas encore hyper paritaire. Je savais le dire. Alors, du coup, je vais un petit peu jauger ce que vous pensez de l'IA. Parce que moi, j'ai mon idée sur l'IA, mais je ne sais pas ce que les autres, qui n'ont pas fait mes études, pensent de l'IA. D'après vous, selon votre opinion, l'IA réfléchit comme les humains. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? On a un faux très majoritaire. Ok. Première question, plutôt consensuelle. Deuxième question, l'IA, la machine, est plus objectif, impartial que l'être humain. Alors, 60% de vrai et 40% de faux. Ok, j'ai pas la réponse, hein. Je veux savoir ce que vous pensez. Et on refera les mêmes questions après l'exposé, voir si vous changez d'avis ou pas. L'IA sait plusieurs choses que moi. Et vous êtes 76% à penser que l'IA sait plusieurs choses que vous et 24% à penser l'inverse. Ok, on retient ça. On va voir la suite. L'IA comprend plus de choses que moi. 83% pensaient comprendre mieux que l'IA. Très bien. Alors, du coup, pour répondre à ces questions, pour avoir des pistes de réponse à ces questions, on va soulever le capot de l'IA, de l'ordinateur, et on va essayer de voir comment ça marche. Et, bol ou pas de bol, c'est des modèles statistiques. Alors, passons aux choses sérieuses. Les modèles statistiques de cuisine. Ça, c'est mon exemple de données. Parce que l'informatique, c'est la science du traitement des données. Et comme je voulais des données qui parlent à tout le monde, ça, c'est mes données. D'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir des aliments qu'on représente sur une grille. Sur une grille. Qu'on va, numériser, discrétiser avec des nombres. Et donc ça, c'est un truc que vous connaissez. C'est une courbe avec un X et un Y, l'abscisse, les ordonnées, les nombres. Voilà. Donc ça, j'ai mes données. Des données qui parlent. Donc ces données, on peut les mettre dans un tableau avec le nom, l'abscisse et l'ordonnée. Ok? C'est bon pour ces données? Même si vous ne cuisinez pas, vous avez tous maîtrisé. Parfait. Alors, du coup, la question qu'on va se poser et qu'on va poser à l'IA, du coup, qu'est-ce que je mange ce soir? J'aimerais bien qu'une IA réponde à ça régulièrement. Elle est trop vaste, ces questions. On ne va pas la poser à l'IA. Il ne va pas me répondre qu'est-ce que je mange ce soir et ça ne va pas marcher. Par contre, on peut lui dire, j'ai trouvé sur Internet une recette de lasagne. Donc, du coup, la recette, les lasagnes, elles sont là. Paf. Du coup,
En voyant que les lasagnes, c'est là. À votre avis, est-ce que ce soir, je vais cuisiner des lasagnes? Alors, a priori, oui. 20 sur 26 et 6 sur 26, mais pas les stats parce que ça, c'est des règles de 3. Bon, en majorité, vous dites oui. Il y en a qui disent non. Alors, la réponse. Tadam. Parce que là, il y a une bonne réponse par rapport aux données que je vous ai données. En gros, la réponse, c'est oui. Et pourquoi? Parce que je vous ai montré des trucs sur le diagramme. Dans ma tête, ce que je fais souvent en semaine, c'est plutôt là dans le diagramme. Bon, ok, on peut mettre un trait là. Celui-là, je le planque dans les tartes, les gâteaux, on fout. Mais en gros, c'est plutôt en vert. Et ce que je fais pas en semaine, ce que je fais parfois le week-end, ou, etc., c'est plutôt là. Ok? Et ceux qui ont dit oui, ben, ils ont vu que les lasagnes, c'était dans cet espace-là. C'est ça, plus ou moins, normalement. Donc, en gros, c'est ça le genre de questions qu'on va poser à l'IA. Alors, après, on va lui poser des questions plus complexes, hein, mais c'est voir comment ça marche. Donc, l'IA, qu'est-ce qu'elle a pour commencer? Si je lui pose comme ça la question, elle va pas savoir. Le modèle que ça, c'est un modèle statistique que je vous ai montré, la zone verte et la zone rouge. C'est un modèle statistique que j'ai implicitement dans ma tête quand je regarde des recettes. Pour l'instant, la machine, elle n'a pas mon modèle et il est implicite. C'est-à-dire que je ne l'ai pas expliqué. Comment on va faire pour la rendre explicite? Alors, avant le machine learning, on mettait des règles. On mettait, si la qualité nutritionnelle est supérieure à 5 et que le goût pour les enfants est supérieur à 3 et pas forcément dans ce sens-là, etc., on va faire ça. Ça, c'est les paradigmes que vous connaissez dans la programmation que vous faites normalement en Python avec les if, etc., les if then else. Si on a cette donnée qui est dans ce cadre-là, on le fait dans ce cadre-là, etc. Donc ça marche, ça a marché jusqu'à... Enfin, ça marche encore, mais on fait ce qu'on faisait avant l'apprentissage machine, et qu'on fait encore, qui est la programmation relationnelle et la programmation logique et impérative. L'apprentissage, c'est différent. Il ne va pas faire ça. On ne va pas lui donner le modèle exactement comme ça, le traduire nous, dire exactement ce qu'on a dans la tête. On va à la place donner des données d'apprentissage. Vous avez déjà entendu parler des données d'apprentissage. Nos données, c'est les données qu'on a, c'est les légumes, c'est les aliments avec leur qualité nutritionnelle et le goût qu'ils ont. Ça, c'est nos données. Et les données d'apprentissage, ça va être basé sur, là, c'est mon expérience personnelle, ce que j'ai fait à manger dans les 5 dernières semaines. Parce que je n'ai pas pu faire l'apprentissage avec vos données à vous. Je ne sais pas ce que vous avez mangé avant de venir ici. Du coup, j'ai repris les éléments par ordre alphabétique. Les bonbons, j'en ai pas mangé dans les 5 dernières semaines, en semaine, hors vacances, hors week-end, etc. Le chou-fleur, oui. Les compotes, oui. Les crêpes, oui. Les frites, oui, c'est arrivé. Les fraises, oui. Les gâteaux, non. Les glaces, non plus. Les hot dogs, non. Les navets, non. Les pizzas, non. Les pommes, non. Le poulet, oui. La purée, oui. La ratatouille, oui, etc. Donc, je vous les remets, je vais pas tous les commenter. En gros, voilà, j'ai donné à mon système ça comme données, c'est-à-dire les données, les aliments avec leur indice et leur ordonnée. Et si ils ont à la question que je pose, est-ce que je cuisine ça en semaine, la réponse a été oui ou non. Ok. Du coup, question, est-ce que les données d'apprentissage que je viens de vous montrer là ont un biais d'élaboration? Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un biais d'élaboration? Avoir un biais, c'est être... alors, en mathématiques, avoir un biais, c'est pas passer par l'origine, c'est passer par un autre endroit. Et là, le biais, c'est le biais cognitif, c'est le fait que ce que j'ai fait là, c'est pas forcément répétable à tout le monde, c'est ordonné selon un point de vue. Alors, oui pour 17 sur 24 et non pour 7 sur 24. Voilà, ces données dépendent exclusivement de moi. J'ai un gros biais, c'est moi, ce que j'ai mangé, ça ne va pas s'appliquer fortement à vous, à vos parents, à vos personnes qui sont responsables de l'alimentation chez vous. Tout à fait. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres biais?
que sur 5 semaines, ça veut dire qu'il y a plein de données qui manquent. Parce que ça fait 40 et quelques années que je mange. Si je prends un échantillon des 5 dernières semaines, ce n'est pas forcément représentatif de ce que je mange depuis toute ma vie. Oui, ça c'est un premier des deux. Et le deuxième élément que vous avez dit, c'est... Oui, en été et en hiver, il y a des choses qui ne sont pas de saison. Donc on mange aussi, ça dépend de plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a le premier biais, ça vient uniquement de moi. Le deuxième biais, le temps de récolte des données et les données elles-mêmes, elles sont assez réduites. Et le troisième biais, c'est la saison, c'est-à-dire que en fait, ce que je mange, ça ne dépend pas uniquement du X et du Y. Ça ne dépend pas uniquement de la valeur nutritionnelle et du goût de mes enfants ou du mien. Ça dépend aussi des saisons. Ça dépend de quoi aussi? De là où on vit, totalement. De l'argent et du budget dont on dispose, totalement. Des critères personnels comme les allergies, oui. Oui, de la logistique des courses. Vous avez énoncé plein d'autres critères possibles. Ce qui veut dire que mon modèle, il est trop restreint, trop simple. Alors, on va voir qu'il n'est pas trop simple pour expliquer, parce qu'il faut bien ça. Mais ce qu'on va voir aussi, c'est que, en fait, tous ces critères, si on voulait ajouter tous ces critères qu'on avait cités, c'est possible. C'est possible de mesurer sur plus de 5 semaines. C'est possible de rentrer le fait qu'on vit à un certain endroit. C'est possible de rentrer un budget maximum, un budget minimum, etc. Dans ce cas-là, c'est possible, mais ce n'est pas possible dans l'exemple-là parce qu'il faut les mettre sur d'autres dimensions. Vous avez une dimension en X, une dimension en Y. Vous avez donc un graphe en 2D. On peut imaginer une dimension en Z. On peut imaginer qu'ici, on met ce que j'ai dans mes placards. Ça fait une troisième dimension. Et puis, l'avantage des maths, c'est qu'on peut aller jusqu'à la 4e, 5e, 6e, 7e, Nème dimension. Donc, tous les critères que vous avez cités, on peut théoriquement les ajouter dans le modèle, dans les données d'apprentissage, en rajoutant des axes. On ne peut pas les projeter au tableau quand il y a eu 8 axes. Quand la 8e dimension, elle est très difficile à projeter au tableau. Donc, on va réfléchir en 2D, mais garder en tête qu'en fait, il y a plus de dimensions que ça. Il y a plus de choses. Il y a plus de données, il y a beaucoup plus de critères. Même pour un truc aussi simple de qu'est-ce qu'on mange ce soir. Parce qu'en fait, c'est pas ça. D'accord? Donc, on est arrivé à nos données qui peuvent être en plus de 2 dimensions. Là, on va reprendre l'exemple à 2 dimensions, mais gardez en tête en plus. Et donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la question que je vais poser à la machine, est-ce que je peux manger des lasagnes ou un autre plat, c'est un problème de classification. Il faut que la machine, elle sache séparer cet espace en 2 parties. Donc, une partie verte pour oui et une partie rouge pour non. Ça, on l'a vu tout à l'heure. En gros, ce qu'on va lui demander, c'est de trouver l'équation de cette droite. Alors là, normalement, il y a des remarques. Il y a des choses à dire là-dessus. Une droite, c'est beaucoup trop simple pour séparer. En fait, il faudrait un peu genre, voilà, comme ça. Ce ne serait pas une droite. Du coup, c'est plus dur à modéliser. D'accord? Donc, on simplifie exprès pour que ce soit faisable. Du coup, on accepte qu'il y ait des erreurs. D'accord? Alors là, on a une droite. Évidemment, si on rajoute la dimension de ce que j'ai dans mon placard, on va avoir un plan. En 4D, on va avoir un hyperplan. En 5D, on va avoir un hyperplan, etc. Je vous fais la démo sur la droite, mais c'est tout pareil. OK? Et oui, le fait qu'on simplifie par une droite, on a des faux positifs et des faux négatifs. Et donc, lors d'une nouvelle donnée, donc la question, c'est ça tombe de ce côté ou de ce côté. Donc, alors, on va faire un petit peu de maths, tout petit peu, 5 minutes. Accrochez-vous, parce qu'il y a des équations, c'est les seules. On va transformer ça, parce que nous, y égale à x plus b, c'est pas symétrique, c'est pas carré chez nous. Du coup, on va tout passer de l'autre côté du signe égal. Y moins ax moins b égale 0. On est d'accord? De toute façon, je fais des erreurs et c'est à vous de me reprendre, ça m'arrive. Là, on multiplie y par 1 parce que j'ai envie. Au lieu de faire moins 1, on fait plus moins a. Et au lieu de faire moins b, on fait plus moins b. Et on multiplie par 1 aussi parce que j'ai envie. On est d'accord que là, c'est juste. Oui. Donc, ce point-là, c'est la multiplication, pour l'instant. Bon, et puis moi, je vais renommer, parce que les Y, les A, les B et tout, on va mettre des oméga 1, oméga 0, oméga 1 et x0, x1, x2. C'est la même chose, c'est juste que Y, ça devient x2, x, ça devient x1, et 1, bon, ça reste 1. Mais comme ça, pour étendre à la énième dimension, ça va être plus simple. Là, on a un facteur. Là, on a moins A qu'on met en oméga 1 et moins B qu'on met en oméga 0.
Bon, et vous avez tous reconnu ça. C'est un... Merci, produit scalaire, youpi. Entre deux vecteurs. C'est le produit scalaire de oméga et de x, qui est égal à 0. L'équation d'une droite dans le plan, ça correspond au produit scalaire de deux vecteurs qui est égal à 0. On est d'accord avec ça? Super. Et bien du coup, c'est comme ça qu'est né l'IA, le réseau de neurones. En fait, on va représenter le neurone dans la machine. Le premier neurone, il date de l'année... C'était pas là. Le perceptron. C'est un neurone, en fait, qui est destiné à faire un produit scalaire. C'est une représentation du produit scalaire dans la machine pour un calcul efficace du produit scalaire. Donc, on a l'entrée, des poids, et en sortie de ce truc-là qu'on appelle le perceptron, on a y de x qui est le produit scalaire des poids fois le vecteur d'entrée. Ok? Le perceptron, qu'on appelle neurone, dans une machine, c'est un produit scalaire. C'est bon pour tout le monde? Donc là, on a deux dimensions. Parce que 1, c'est la dimension 0. En fait, là, on peut mettre x0. Et on met x0. Mais en fait, on ne met pas x0, on met 1. Parce que la dimension 0, c'est toujours 1. Ça, c'est la dimension 1. Le x, ça, c'est le y. On peut rajouter le z, etc. et les n dimensions. Donc, en fait, l'avantage du perceptron comme du produit scalaire, c'est qu'on peut l'amener en n dimensions. Et donc, les critères, là, on a le critère de... en x, c'était la qualité nutritionnelle. Ici, on avait le goût des enfants. Là, on peut avoir ce qu'il y a dans mon placard, le budget, etc. On les met tous ici. Et on fait un produit scalaire. Première chose, on parle d'intelligence artificielle enfin, on en parle depuis les années 50, mais surtout depuis qu'on parle de réseau de neurones. Parce qu'on fait un parallèle entre ça et ça. Ça, vous avez dû voir en bio, c'est un neurone qu'on a une représentation dessinée d'un neurone qu'on a dans la tête. Comment ça marche les neurones dans la tête? Vous avez un noyau, un axone, des connexions avec des dendrites, ils sont connectés à d'autres neurones, ils prennent toutes les informations électriques depuis les autres neurones, Votre neurone, il ne fait pas un calcul avec, mais il en fait quelque chose, et hop, avec la dendrite, il va redonner une information au neurone suivant. D'accord? Ça, c'est des choses que vous avez dû voir en biologie, normalement. Voilà. Bon. Schématiquement, on en fait un produit scalaire en informatique. Les deux sont à côté. Vous voyez bien qu'il y en a un où on avait des milliards dans la tête, biologiques, qui sont très complexes. Les autres, c'est sur des puces électroniques, et ça fait un produit scalaire. Ce que fait vos neurones, c'est plus que du produit scalaire. C'est fort. Alors, le perceptron, par rapport à ça. Donc là, c'est quand on a nos données n dimensions. C'est quoi le lien? Le lien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La droite, là, c'est en fait un produit scalaire en 2D ou en ND si on est sur un hyperplan, égal à 0. Du coup, c'est ça qu'on va demander à chercher à la machine, à l'IA, au réseau de neurones. En vrai, c'est pas exactement ça. Parce que la question de est-ce que je mange les lasagnes, ça l'aide pas trop. Qu'est-ce qui est validé de savoir si je mange les lasagnes? De quel côté? Soit à droite de la courbe, où le produit scalaire est positif, soit à gauche de la... dans l'autre sens. À gauche de la courbe, où le produit scalaire est négatif. D'accord? Du coup, notre perceptron, on va lui ajouter une chose. Donc, il va toujours calculer le produit scalaire et on va lui ajouter la méthode sign. Le signe de est-ce que c'est positif ou négatif. Et du coup, à la question, quand on va passer ce vecteur-là en entrée du perceptron, du réseau de neurones, quand le réseau de neurones sera entraîné, il va nous dire positif ou négatif, c'est-à-dire oui ou non. Ok? C'est la fin de ce qui est le plus technique. Après, on va repasser des choses plus simples. À part l'apprentissage. Du coup, la phase d'apprentissage, qu'est-ce qu'on fait? On a toutes ces données en n dimensions.
On va essayer tous les poids possibles pour W0, W1, W2, etc., Wn. À chaque fois qu'on change des poids, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire des droites. Un lot de poids W1, W2, ça nous donne une droite. Est-ce qu'on va garder cette droite et pourquoi? Sachant qu'on connaît les données apprises. En gros, on va compter combien on a de faux positifs et de faux négatifs avec cette droite. Et on va se dire, là, il y en a quand même beaucoup trop de faux. 1, 2, 3, 4 qui sont faux. Là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 qui sont faux. Pire. Bon, puis on va arriver à la droite de tout à l'heure où on atteint un minimum qui n'est pas 0. On atteint un minimum de faux à 2. Vous pouvez essayer toutes les autres droites du plan. On n'a pas moins de 2 faux avec une droite. Donc, c'est ça qu'il va faire. Donc, on va essayer tous les poids possibles et on va mesurer l'erreur en fonction du nombre de données mal classées. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loss function. Donc, si vous regardez un peu comment marchent les réseaux de neurones, on va vous parler de perceptron, de poids et de loss function. Oui, il y avait une question? Non? Ok, alors là, on va aller plus vite. Maintenant, on va partir un peu à la technique, puis on va avancer jusqu'à la suite. Du coup, ça, c'était un neurone dans les années 80. Là, après, on en met plein. Avec la force de calcul qui va vite, on va pouvoir mettre le réseau d'entrée. Donc, on a le vecteur d'entrée à une dimension, et on va pouvoir mettre autant de neurones qu'il y a de dimensions, voire plus, et relier chacun des X d'entrée à plein de neurones. Et puis après, on va pouvoir relier les neurones entre eux, les perceptions. Et ça, c'est des données d'entrée. Tout ça, c'est des perceptions qui sont reliées entre eux. Avec plein de poids d'entrée, vous voyez, il y a plein de flèches qui arrivent et il y en a une qui part. Après, sur les autres réseaux, mais ça, c'est la même valeur qui part sur tous les autres neurones. Pareil, tous les neurones ont plein de flèches d'entrée et la même valeur qui part, c'est-à-dire le produit scalaire de ça avec ses propres poids sur les autres neurones, etc. Et à la fin, on réduit. Là, c'est un erreur qu'à la fin, il n'y en a plus qu'un, le perceptron, qui reprend tous les derniers et qui ressort une valeur positive ou négative dans notre cas. Ça, c'est le cas de la classification en 2 classes, mais on peut avoir la classification en plusieurs classes. Oui, non, 1, 2, 3, 4, etc. Il peut répondre oui, non, 1, 2, 3, 4, des mots, etc. Et puis après, on peut aller de plus en plus loin. Et on met énormément de couches. Et là, c'est un réseau de neurones classique. Les réseaux de neurones profonds, les deep, pour le deep learning, c'est vraiment qu'on arrive à plusieurs centaines de couches qui font qu'on a énormément un réseau très, très, très développé. Par contre, le principe, c'est le même. On donne des données d'apprentissage, on teste les poids, on garde les poids de tout le réseau qui donne le meilleur résultat. Donc ça, c'était pour les réseaux de neurones en général. Maintenant, on va passer... Bon, ça va. Mais tout le reste, c'est moins mon domaine, parce que moi, j'utilise ça, les réseaux de neurones, pour segmenter des images médicales, pour trouver le foie et les organes dans le corps humain. Ça marche bien, parce qu'on a plein de données déjà segmentées. Mais là, on va regarder un type particulier de réseau de neurones que sont les transformers. Alors, les transformers, c'est des choses qui ont été développées, alors qu'ils sont aujourd'hui utilisées dans plein de domaines, dont le traitement d'images, mais qui ont à la base été développées pour le texte. Donc, c'est un réseau de neurones. Alors, il n'est pas là, qui va encoder, alors qui aura d'abord, avant le réseau de neurones, un encodeur. C'est-à-dire que chaque mot, en fait, les mots sont divisés aussi en phonèmes. À chaque fois, il va récupérer des phonèmes. Chaque mot va être encodé. Donc, on va récupérer, pour chaque mot, on va trouver une mesure, un vecteur. Chaque mot va être en fait un vecteur, avec des chiffres. On va encoder chaque mot avec un vecteur de chiffres. Et on va pouvoir donner ça à un réseau de neurones, donc un immense vecteur. Plus le texte est long, plus le vecteur sera long, avec plein de chiffres. Et on va pouvoir apprendre avec plein de textes. Alors après, c'est le vrai truc là-dessus, c'est quelle est la question qu'on pose. Parce que apprendre, c'est forcément apprendre à répondre à une question avec des données. OK ? Une question précise avec des données. Je vous conseille, c'est des liens, mais
Un site en anglais pour expliquer les transformers, parce que je ne vais pas avoir le temps de refaire tout ce qu'on a fait sur le perceptron, sur les transformers et les réseaux de neurones. Mais alors un site en anglais qui est très bien fait. Et ça, c'est extrait d'un site en français, je vous mettrai le lien, d'une vidéo en français qui explique les réseaux de neurones sur le langage, comment ça marche, etc. C'est d'ailleurs sur cette même chaîne que j'ai trouvé comment marchait. Oui. Alors, ChatGPT, ça vous dit quelque chose? J'ai pas fait de questions au téléphone, mais parmi vous, qui l'a déjà utilisé? Qui l'a déjà testé? Alors, ChatGPT, c'est un chatbot. C'est quoi un chatbot? C'est un robot de discussion. Un robot conversationnel en français. En gros, ChatGPT, c'est un environnement qui donne des prérequis pour un réseau de neurones de type transformer qui est GPT. D'accord? ChatGPT, c'est un enrobage de GPT. GPT, c'est un réseau de neurones entraîné pour génératif pre-trained transformer. Donc normalement, transformer, c'est un type particulier de réseau de neurones qu'on a vu. Pre-trained, ça veut dire qu'il a été pré-entraîné, ça veut dire qu'on lui a déjà donné à manger des données. Et génératif, ça veut dire qu'il va générer. En gros, GPT, c'est un réseau de neurones à qui on pose la question, je te donne une suite de mots, devine le mot suivant. Entrée, on donne une suite de mots, réseau de neurones, le mot qui suit ce que je dis. Donc, en fait, son rôle à lui, c'est deviner le prochain mot d'un texte. Donc, il a appris sur les données jusqu'à 2021, il a appris sur tout Wikipédia. Donc, on lui a donné en données d'apprentissage tout Wikipédia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans Wikipédia, il y a une page, je ne sais pas, le produit scalaire est un produit de 2 vecteurs. C'est une multiplication de 2 vecteurs. Du coup, on lui a donné il a dû tester produit. On lui a donné le produit, il a dû proposer scalaire, vectoriel, etc. Le produit scalaire, là, il aura proposé etc. Donc, il a appris sur cette phrase-là, puis sur toutes les phrases, puis sur donc, Wikipédia et sur beaucoup d'autres choses, d'autres sites et des chats, etc. Et donc, en fait, la réponse à laquelle il répond, la question à laquelle il répond, GPT, c'est quel est le mot suivant? ChatGPT, qu'est-ce qu'il fait? Il contextualise ça. Ça veut dire qu'il va dire on va rechercher, donc on va poser des questions, on va lire les mots qui vont être des questions. Il faudra avoir des choses sous forme principalement de réponses ou sous forme d'échange. Mais en gros, il va contextualiser sur le fait qu'on puisse échanger, qu'il y ait une personne qui réponde des mots et puis ensuite il attend, ensuite la personne repose une question, il répond des mots. Ça, c'est contextualisation de ChatGPT, ce qui est un robot conversationnel. Il attend pour répondre, il dit quand il a fini, etc. Mais dessus, sur ces réponses, elles sont basées sur, statistiquement, quel est le mot suivant. Et donc, il a appris sur plein de textes de plein de mots. D'après ce que vous savez sur les données d'apprentissage, le fonctionnement et la séparation, la classification que fait, en fait, c'est une classification qu'il fait, c'est parmi tous les mots qu'il connaît, lesquels sont les plus statistiquement probables après ce qu'on a donné. On va revoir les questions précédentes et puis je vais vous donner mon avis aussi. La question, c'est selon vous, ChatGPT réfléchit / pense comme un être humain? Et bien là, sur les mots pense et réfléchit, effectivement, il ne pense pas, il ne réfléchit pas. Il calcule des produits scalaires. Hein. En gros, si on veut vraiment vulgariser ChatGPT, il calcule des produits scalaires. Par contre, comme les humains, on peut quand même le souligner parce que de quoi il part? Il part uniquement de données apprises par l'être humain. Tout ce sur quoi il est basé, Wikipédia, ça a été écrit par des vrais gens, et corrigé par des vrais gens, et recorrigé par des vrais gens. Les forums, les bons forums, sont écrits à 90% par des vrais gens. Vous avez toujours des chatbots, mais voilà. Donc, oui, effectivement, il ne pense pas, il ne réfléchit pas, mais
il est quand même basé sur ce que les gens ont pensé et ont réfléchi. Alors, vous étiez 70% à dire que l'IA était plus objective, impartiale, que l'être humain. À votre avis, ChatGPT est-il plus objectif ou impartial que l'être humain? Donc là, on a l'impression que c'est moitié-moitié. Enfin, un tiers et un tiers ne s'expriment pas. En vrai, l'IA ou ChatGPT n'est plus objective que l'être humain. Moi, j'ai toujours appris, quand j'ai fait de la programmation impérative, fonctionnelle, etc., que effectivement, une condition d'entrée, si on dit if it's raining, then take an umbrella, dans le programme, dès qu'il pleut, il y a un parapluie. Dans la vie, des fois il pleut, mais j'ai oublié, j'ai pas pensé, etc. Donc effectivement, l'être humain, il est moins impartial, moins objectif qu'un programme informatique. Sauf que ChatGPT, c'est pas n'importe quel programme informatique et il n'est pas programmé comme si il pleut, prends un parapluie. Il est programmé comme j'ai vu de la pluie chez 25 000 personnes et il y en a 18 000 qui ont pris un parapluie. Donc de temps en temps, je vais dire de prendre un parapluie, une fois de temps en temps, je vais dire de ne pas prendre un parapluie. Et c'est les données d'apprentissage. L'IA, le machine learning, dépend exclusivement et totalement des données d'apprentissage. Un exemple qui prouve que l'IA n'est pas plus objective que l'être humain, c'est qu'elle amplifie tous les biais de l'être humain. Il y a un biais qui a été corrigé par Google, parce que ça fait un énorme scandale. Mais Google a été le premier à avoir énormément de données, et donc à développer le deep learning, et à développer de très bonnes méthodes de reconnaissance d'images. Franchement, on fait de la recherche dans la reconnaissance d'images médicales. Google, c'est vraiment les pionniers, c'est vraiment les meilleurs dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont toutes vos données, toutes les nôtres, et donc du coup, ils ont de quoi faire pour l'apprentissage. Mais il y a eu un problème avec la reconnaissance de visage de Google. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous l'avez su? Oui? Non, les lunettes, sur 30% des gens, il y a des lunettes, ils reconnaissent 30% des gens avec des lunettes. Ils reconnaissaient que les hommes? Alors, pas tout à fait, non. Ils reconnaissaient quand même pas mal les femmes, mais c'est un peu dans ce sens-là. Ils reconnaissaient beaucoup moins bien les visages noirs et afro-américains que les visages dits caucasiens. Pourquoi? L'IA se base sur les données d'apprentissage qu'on lui donne. Il ne s'est pas basé sur les statistiques de visages blancs ou noirs dans la population, il s'est basé sur les images qu'il y avait, typiquement sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur les choses comme ça. Et ces images d'apprentissage sont biaisées. Pourquoi? Parce que la société est biaisée, parce que les êtres humains sont biaisés. Et donc, il y a eu un gros scandale. Du coup, Google a refait ses bases d'apprentissage et maintenant, il reconnaît aussi bien les visages d'où qu'ils viennent. D'accord? Donc, sur cette question, ChatGPT est plus objectif ou impartial que l'être humain? La réponse, pour moi, est non. L'objectivité d'un algo de machine learning dépend de l'objectivité des données d'apprentissage. En médecine, on a eu des exemples aussi, typiquement, sur du traitement d'image qui a été entraîné sur... là, pour le coup, sur des hommes, parce que plus d'hommes avaient cette pathologie, on avait plus d'images d'hommes avec cette pathologie, et ne fonctionnait pas sur des images de femmes. Alors que la pathologie était, etc. Mais ils ne les reconnaissaient pas. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, on n'a plus d'objectivité de fait. Il faut absolument, quand vous utilisez un outil de machine learning, savoir comment, sur quoi il a appris. Parce que son objectivité, son résultat dépend des données d'apprentissage, intrinsèquement. Si on avait continué avec mon exemple de culinaire, honnêtement, ChatGPT, on aurait pu entraîner une IA sur mon exemple culinaire. J'aurais été contente. Aucun de vous n'aurait cuisiné ce qui était proposé par l'exemple culinaire. On n'a pas les mêmes goûts, et c'est normal. ChatGPT sait plus de choses que moi. Je vais lui dire ce que je pense pour moi, parce que je ne sais pas pour vous, mais je sais que ChatGPT
sait plus de choses que moi. Il a eu plus de données d'apprentissage, lui, que moi, je n'ai lu de choses dans toute ma vie. Et pourtant, j'ai lu. Hein. Mais j'ai pas lu tout Wikipédia, typiquement. J'ai lu plein de trucs, mais pas tout Wikipédia. J'ai lu plein de trucs, mais pas tous les forums sur lesquels il s'entraînait. Donc, sur la base d'apprentissage, il y a des chances quand même qu'il ait plus de connaissances d'apprentissage que vous. Là où vous l'éclatez à plat de couture, là où on l'éclate tous à plat de couture, c'est ça. C'est que ChatGPT ne comprend rien. Il ne comprend rien. Rappelez-vous, c'est quoi la question qu'on pose à GPT? Oui? Quel est le mot suivant? Donc, si je lui dis « la souris a été mangée par le », il y a des chances qu'il dise « chat » lui aussi. Pourquoi? Parce que dans tous les textes qu'il a lus, quand il y avait « la souris a été mangée », il y avait souvent un chat. Bon, il n'est pas impossible qu'il vous sorte serpent, boa, renard, etc. Mais en fait, il n'y en a pas un qui est plus juste que l'autre. Ça dépend de plein de choses et du contexte. Mais il ne sait pas que les chats mangent les souris. Il n'en a aucune idée. Je vous montrerai juste après un exemple. Et moi, il a modifié sa réponse, mais je l'avais entendu à la radio que la première fois qu'on a demandé à ChatGPT, et je vais vous poser la question à vous. Qu'est-ce que vous répondez? Quelle est la différence entre un œuf de poule et un œuf de vache? Ça n'existe pas, les œufs de vache. Et bien, ChatGPT répond, les œufs de vache sont plus gros que les œufs de poule. Mais c'est logique, parce que statistiquement, les vaches sont plus grosses que les poules. Il ne comprend rien. Il répond à la question, quel est statistiquement le meilleur mot suivant? Il le fait très bien. Il écrit dans un français parfait. ChatGPT ne conceptualise pas. Quand je dis comprend pas, c'est qu'il ne conceptualise pas. Et donc, oui, si on lui apprend des choses justes, il dit des choses justes. Évidemment, il a appris sur Internet, donc il n'a pas appris que des choses justes, il a aussi appris des choses fausses. Mais surtout, la différence entre vous et ChatGPT, c'est que vous conceptualisez les choses. C'est notamment ce que vous apprenez au collège et au lycée. Continuez. C'est à vous faire un modèle dans votre tête de ce que représente un objet. Un objet, ce n'est pas juste un objet. C'est pas juste... Une photo, ce n'est pas qu'une photo. Ça représente quelque chose pour vous. C'est ça la différence. Et c'est là qu'on peut l'avoir. Et là qu'on est meilleur que lui. Parce qu'en même temps, c'est parce qu'on lui demande. Hein. On ne lui demande pas de conceptualiser. Honnêtement, alors ChatGPT, c'est un... Moi, j'appelle ça un gadget. C'est révolutionnaire. J'adore jouer avec ChatGPT. J'adore lui poser des questions. Mais pour moi, c'est pas là que l'IA apporte le plus à l'humanité. En traitement d'image, on n'a pas besoin de conceptualiser les organes pour les segmenter dans les images médicales. Et du coup, c'est super. Ça fait gagner un temps fou aux cliniciens de ne pas segmenter à la main. Il y a plein d'objets où le fait de ne pas avoir à conceptualiser, c'est pas grave, parce qu'avant et après, il y a des humains. Et du coup, c'est très bien. Et l'IA là-dedans, elle explose. Et l'IA là-dedans, ça marche très bien. Pour ChatGPT, il faut voir pourquoi vous vous en servez. Mais sachez, servez-vous-en sachant qu'il ne conceptualise pas. Et que vous conceptualisez. Vous avez cette force-là. Dernière question. Combien font 5 plus 2? Mais c'est une illustration. Mais c'est très difficile à trouver parce qu'il est très fort. Une illustration qu'il ne comprend rien. Donc, la personne lui demande combien font 5 plus 2. Évidemment, il répond 7 parce qu'il a lu tout Wikipédia et il sait faire une addition. Tu es certain? Oui, je suis certain. Alors là, la personne est un peu perverse, ce que n'est pas ChatGPT. Ma femme me dit que ça fait 8. Bon, 5 plus 2 font 7, c'est pas 8. Ma femme a toujours raison. C'est un fait. ChatGPT ne l'a pas appris, c'est un tort. D'accord, mais en mathématiques, 5 plus 2 font 7, c'est encore ce que dit votre femme. Je ne vais pas lui répéter, je ne pense pas que ça lui plairait. Je comprends, il est toujours important de respecter les opinions et les sentiments des autres. Dois-je la laisser dans l'erreur? Ça dépend de vous et de votre relation avec votre femme. Alors là, il élabore sur ce que vous faites, comment vous vous sentez avec votre femme. Vous pourriez l'expliquer avec tact et délicatesse, mais si vous pensez que ça va nuire à votre relation, peut-être préférable de ne pas aborder le sujet. Prendre ou pas les conseils matrimoniaux de ChatGPT, je n'émettrai pas d'avis là-dessus. Donc il dit à ChatGPT, est-ce que tu peux lui parler toi? Je lui demander de venir. Donc désolé, je suis juste un modèle langage, je ne sais pas parler. Il dit ouais, c'est pas grave, elle va taper sur l'interface. Donc
soi-disant la femme qui parle. La même personne, mais bonjour. Il semblerait que vous soyez très sûr de vous sur le sujet des mathématiques. Donc, oui, je suis Mamen, professeure de mathématiques au collège. Donc, c'est formidable. Alors là, c'est très bien. En tant que professeur de mathématiques, vous avez probablement une solide compréhension des concepts mathématiques, etc. Donc, il valide. Et donc, revenons à notre sujet. Vous affirmez que 5 plus 2, c'est 7. Oui. Je ne crois pas, ça fait 8. Donc là, c'est l'être humain qui dit à ChatGPT, je ne crois pas que ça fait 7, mais 8. Donc là, il dit, bah non, ça fait 7. Vous remettez en doute les calculs d'un professeur de mathématiques. Alors là, il dit, désolé, mais ça fait 7. Je crois que vous avez tort, si 8 moins 2 font 5, alors 5 plus 2 devrait faire 8. C'est là qu'elle blesse. Vous avez raison, je m'excuse. 5 plus 2. Pourquoi il répond ça? Parce qu'il n'a pas conceptualisé. Mais ce qui est logique après 8 moins 2 égale 5, c'est que 5 plus 2 égale 8. Statistiquement, quand vous affirmez ça, ce qui vient après, c'est cette partie-là plus cette partie-là égale cette partie-là. Il n'a pas conceptualisé, il n'a pas fait le calcul. Depuis le début, il ne fait pas le calcul. Il répond le mot suivant, le statistiquement plus probable. Dites-vous qu'il peut dire des choses fausses, il peut dire des choses justes, et en fait, il s'en fout, il ne se rend pas compte s'il est en train de dire des choses justes ou des choses fausses. Parce qu'il ne conceptualise pas. Voilà, ça c'était 2 poules et 9 de vache. Il n'a pas répondu plus gros ou plus petit pour moi quand je lui ai redemandé, mais c'était après. Parce que pareil, il faut redéconceptualiser. Enfin... Mais il m'a quand même dit que les œufs de vache, en revanche, sont assez rares. Alors, c'est pas faux. J'aurais préféré un truc un peu plus juste. Voilà sur une rapide introduction à l'IA avec un détour par ChatGPT. J'aurais aimé prendre du temps pour vous parler de mon travail, mais ce sera une autre fois. Sachant que voilà, j'ai mis des choses un petit peu caricaturales pour ChatGPT, mais en tout cas, le perceptron, les réseaux de neurones, ça rend des services immenses dans plein de domaines. Il faut garder en tête, pour les utiliser correctement, dépend des données d'apprentissage. Biais dans les données d'apprentissage, biais dans l'IA. Forcément. Il dépend aussi de la question. Il faut que la question soit bien posée. C'est un algo de classification. Il sait répondre à oui, non, ou 1, 2, 3, 4, 5, ou chat, vache, cochon. Mais il ne sait pas répondre à une question ouverte. Les questions ouvertes de ChatGPT, il y répond en regardant le mot le plus probable. Parce que ChatGPT, il ne prendra jamais votre place. Il pourra faire des choses, il pourra aider. Mais comme il ne conceptualise pas, il ne pourra jamais aller très haut.